On va démarrer la journée avec la première étude de cas. Et donc on accueille Philippe Sasso, qui est consultant senior pour Réseau Néo, et Herlé Alberton, qui est Customer Success Manager chez OnCrawl. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Ça va Philippe ? Oui, ça va. On a la chance d'ouvrir le bal. On espère que ça va vous plaire. On est ravis de vous proposer quelque chose qui, à mon sens, est assez intéressant. C'est une étude de cas sur un vrai site et que tout le monde connaît. Tu le cites ? Oui, quel job ? Ok. C'est une étude de cas qu'on a fait, vous allez voir, hein, il y a 3 grandes parties sur comment on opère avec un site de classified, en gros. Vous verrez que tout ne marche pas forcément toujours. Non, tout marche pas à tous les coups. Mais justement, les outils sont assez pratiques des fois. Voilà, bon, on va pas faire la publicité de l'outil toute la journée, mais avec Philippe et avec les équipes de Réseau Néo, on a mis en place quelque chose qu'on pense être assez intéressant pour tous ces sites qui gèrent un ensemble très, on va dire, volumique de pages qui sont potentiellement des pages qui vont disparaître très très vite. Les annonces sont des pages très volatiles. Et en fait, quand on opère en tant que SEO dans un site de type classified, on se confronte forcément à des contraintes, pas que techniques, mais aussi, on va dire, naturelles, du fait que les pages soient volatiles, disparaissent assez rapidement, que les croisements des données soient plus requêtés sur Google. Un croisement localité métier est très requêté, alors qu'un métier tout seul ne l'est quasiment pas. Et en gros, avec Philippe, et c'est surtout Philippe qui va nous exposer sa méthode, que je trouve personnellement assez intéressante, même voire quasi parfaite, on va essayer de voir comment on fait pour utiliser un outil, que ce soit OnCrawl ou un crawler, ou vos outils, de la meilleure des manières pour réussir à tirer des enseignements de ce qui est bien fait ou de ce qui est mal fait. Ok ? J'espère que vous allez prendre beaucoup de plaisir à écouter cette conf, et je vais nous présenter. Donc Philippe, tu bosses en tant qu'indépendant ? Voilà, moi je suis consultant freelance et je travaille en partenariat aussi avec Réseau Néo. Donc avec Réseau Néo, je travaille pour le Figaro Classifial. Donc un groupe de sites de petites annonces. Moi je m'occupe de la partie emploi, c'est-à-dire les sites quel job, cadre emploi, Viadeo, Choose Your Boss et Figaro étudiant, quelle formation. Donc ça fait 2 ou 3 ans, je ne sais plus, que je travaille avec eux. Donc on commence à avoir mis en place quelques petites routines sympathiques. On va essayer de vous exposer à là maintenant. Sinon, à titre personnel, ça va faire une 20aine d'années que je suis dans le milieu du référencement. Voilà, je suis passé un peu par différentes étapes, aussi bien agence que annonceur, voilà. Et aujourd'hui consultant. C'est pas tes débuts dans l'emploi, c'est pas des débuts dans ce type de site. Non, c'est pas mon début dans ce type de site. Ok. Et du coup, moi je suis Herlé, je travaille pour OnCrawl et je m'occupe de faire en sorte que la plateforme vous parle et que vous la compreniez au mieux. Ok ? Et c'est pour ça qu'en gros, quand on travaille ensemble, en synergie, on est capable derrière d'avoir un cas pratique et un outil qui répond au cas pratique et qui permet d'analyser les données. On va vous montrer tout ça. Je vais commencer par des généralités. Je pense que pour entamer la journée, c'est assez intéressant d'avoir une espèce de grand portrait de comment marche le search et comment marche Google. J'ai l'habitude de dire que Google n'est qu'un ensemble d'algorithmes qui finalement, quand on les connaît bien, prennent en considération des métriques, des données qui, quand vous savez les maîtriser, vous permettent d'améliorer vos impressions, votre visibilité, etc. Et donc le grand sujet, c'est comprendre quelles sont les métriques qui impactent votre visibilité. Et l'objectif aussi pour vous, c'est de savoir tirer des enseignements des datas que vous avez sous les yeux. On a plein d'outils à notre disposition, on a énormément de data, mais des fois c'est assez compliqué ou pas forcément simple d'aller creuser dans la data et de la comprendre et de la rendre opérable. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Google n'est qu'un ensemble d'algorithmes. En face de votre site web, il n'y a qu'un ensemble d'algorithmes. Et ces algorithmes vous permettent ou non de bien ranker et d'être positionné, d'être bien crawlé. Vous verrez qu'on va vraiment beaucoup parler du budget de crawl. Je pense que toute la journée, ça va être très tourné là-dessus. Le budget de crawl, c'est l'électricité, la dépense que Google va faire sur votre site web parce qu'il l'intéresse. Et quand on remet vraiment tout ça en forme, quand on
comprend que Google n'est qu'un ensemble d'algorithmes et que ces algorithmes utilisent du temps processeur, de la RAM et du coup de l'électricité, et qu'on revient sur un peu notre métier, comment on fait pour faire en sorte que Google adore notre site web? Eh ben, pour que Google adore notre site web, on va faire très attention à sa fréquentation de visite sur nos pages et à l'électricité qu'on lui fait économiser. Google adore économiser de l'électricité pour crawler votre site. C'est pour ça notamment, enfin, vous le savez, qu'on réduit les temps de chargement. Parce que Google va plus vite sur une page, donc il crawl plus de pages et il est plus satisfait. Ce n'est qu'un grand principe, mais c'est vraiment comme ça que ça marche. Donc le budget de crawl, on en parle un peu tous. Le budget de crawl, c'est vraiment l'électricité, l'argent que Google va dépenser sur votre site. Et ce budget de crawl-là, il faut le maîtriser, il faut le comprendre. Et pour le comprendre, on a des outils qui nous permettent de suivre la dépense d'électricité, de l'intégralité de tous les bots de Google sur votre site web. Et quand on a bien compris, comme je le disais, les algorithmes qui favorisent ou non la découverte de Google de vos pages, ou qui favorisent ou non la fréquentation de visite de vos pages, eh bien, quand on maîtrise ces algorithmes-là, qu'on connaît les inputs, on peut maîtriser les outputs, qui sont, en l'occurrence, le ranking. On a l'habitude, j'ai vraiment l'habitude de le dire, et il faut vraiment, je pense que c'est vraiment intéressant de le rappeler, c'est que la fréquentation de visite de Google sur une page est très fortement corrélée aux impressions que cette page va possiblement faire. Il y a une vraie relation, et ici on le voit, hein, la fréquence de crawl versus les impressions. Sur la droite, vous avez le moins d'impressions des pages, sur la gauche, le plus d'impressions des pages. Et pour avoir un peu l'habitude de voir beaucoup de données, ce graphique-là, il marche sur 100% des sites. 100% des sites. On sait vraiment qu'il y a une très forte corrélation entre la fréquentation de visite de Googlebot et les impressions que vous allez générer. Donc pensez toujours à, ok, est-ce que j'ai vraiment organisé mon site? Est-ce que j'ai vraiment maillé mon site? Et on va voir comment le maillage est important. Est-ce que j'ai vraiment fait en sorte que mon site soit agréable et soit optimisé pour la fréquentation de visite de Googlebot? Ok? Eh bien, maintenant on va parler de quel job. Voilà, donc quel job? On est face à un site d'offres d'emploi. Donc les offres d'emploi, c'est un objet qui est assez volatile, qui va rapidement disparaître. Et le but du jeu, ça va être d'essayer de donner rapidement accès à toutes ces offres et aussi à toute une série de pages un peu génériques qui vont être les listes de résultats. Donc moi, ce que j'aime bien faire sur ce genre de site, c'est commencer par le crawler en essayant de déterminer quel est le vrai squelette du site. C'est-à-dire un squelette, c'est quoi? Je voudrais juste avoir les listes de résultats. J'élimine tout ce qui est pagination, j'élimine tout ce qui est fiche produit, j'élimine tout ce qui est page plan de site qu'on a l'habitude de faire lorsqu'on fait du SEO, en faisant des pages là, dans le cadre de quel job, où je vais te faire une page avec tous les métiers, une avec tous les secteurs, toutes les villes. Voilà. Ce que je veux, c'est avoir une image du site comme s'il était vide. Quelle est sa vraie structure qui est stable dans le temps? Donc pour ça, il suffit de régler le crawler avec le robots.txt virtuel. Il y a plein de tests à faire quand même au début pour arriver à être sûr de crawler que les pages qui nous intéressent. Mais c'est une élimination donc, de toute la pagination, de toutes les fiches produits, de tous les ditos. Si des listes sont liées depuis les ditos, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'après, on arrive sur ce que je veux arriver à avoir, c'est la véritable profondeur de ces pages-là. Donc, une fois que tout est réglé, on lance le crawler. Tiens, tout vient d'un coup. Voilà. Là, dans le cadre de quel job, avant de retravailler sur le maillage, on était sur une profondeur, liste de résultats. 70% des pages étaient à partir de la profondeur 6. C'est un peu profond quand même. Ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que, comme on disait qu'il y a des métriques qui impactent la fréquentation de visite de Google, la profondeur, le nombre de clics depuis la home page, est un des métriques assez fondamentales sur la découverte de Google, sur la fréquentation de visite de Google. Ça a un très fort impact. Et en plus de ça, quand on fait un premier état des lieux, on se rend compte que le site est organisé comme ça, comme le graphique que vous voyez en bas à gauche, mais qu'en plus de ça, en haut à droite, voilà, ce qui est ici, quand on croise les données de log et qu'on est capable de transmettre ou de vérifier quelles sont les pages qui sont visitées ou non par Googlebot, on se rend compte encore une fois que la profondeur a clairement un impact sur le taux de découverte de Google sur les pages.
Voilà. Et si Google ne passe pas sur une page, sa fréquence, elle est quasi nulle. Voilà, bon, les chiffres, je ne les connaissais pas par cœur, donc je me rapproche. Mais à profondeur 6, au-delà de 6, 72% des pages, si je suis là, je suis à 3% de crawl sur la liste de résultats. Donc, Google n'est pas venu. Voilà, quelque part, je sais que je vais pouvoir faire quelque chose en SEO. Alors, sur des sites, quel job, c'est à peu près 50 000 offres d'emploi. Quand on rajoute, bon, c'est une seule langue, je sais pas, on doit avoir 200, 250 000 pages peut-être dans le site. On ne peut pas avoir tout le monde en profondeur 2 et 3. Forcément, on a une grande profondeur. Mais donc pour arriver là, ça c'est le constat. Donc forcément, on va retravailler sur le maillage. Alors le maillage, c'est quelque chose d'assez classique. Déjà, on va essayer de croiser tout ce qui est métier. Alors, excusez-moi. On a plusieurs facettes. C'est un moteur à facettes, ces listes. Donc on va avoir les métiers, les secteurs, les entreprises qui recrutent, et en face, la géographie. La géographie au niveau région, département ou ville. L'idée, c'est d'essayer de croiser un maximum de choses, mais tout en restant utile pour l'internaute. Il est hors de question de s'amuser à croiser secteur plus métier. C'est pas la peine d'ouvrir toutes les facettes. C'est important ce qu'il vient de dire. Rester utile pour l'internaute. Voilà. Vraiment, c'est vraiment ça qu'il faut penser. Là, voilà, on pense à l'internaute, le SEO, ça suit tout seul derrière. Donc l'idée, ça va être sur la liste de résultats de monter des listes croisées. À partir du moment où le maillage est monté, on relance le crawler. Et là, voilà, en bleu, c'est après l'intervention. En jaune, c'était avant. On a ramené quand même beaucoup plus de monde assez proche. Voilà. Avant, on était à 72% au-delà du niveau 6. Après, on a 50% des pages qui sont au niveau 4 et moins. Vous comprenez bien le concept. On sait que la profondeur impacte le taux de crawl de Google. Donc ce qu'on a comme objectif, c'est d'améliorer la profondeur sur nos pages. Et le maillage, donc en gros les liens que vous mettez dans vos templates de pages, impactent forcément le nombre de clics qu'on fait pour aller jusqu'à un croisement intéressant, métier, localisation ville, localisation métier, etc. Donc vous comprenez bien que l'intégralité de tout le site web et les liens que vous mettez dans les colonnes de droite, dans les footers, dans des en-têtes de catégorie, ont forcément un impact sur le nombre de clics qu'il faut pour aller jusqu'à notre page efficace. Et si Philippe fait une optimisation du point de vue maillage, c'est qu'il sait que le potentiel derrière, le potentiel que Google va détecter, on a fait une refonte et Google va aimer, on suppose qu'il va aimer, enfin, je ne dis pas trop, mais bon. Ça marche plutôt bien. Mais en gros, on est en train de se dire, ok, moi en tant que SEO, mon objectif c'est d'acquérir du trafic, et pour acquérir du trafic, il faut que Google passe sur mes pages, et pour que Google passe sur mes pages, il ne faut pas qu'elle soit trop profonde. Ouais, je pense qu'au-delà des croisements du maillage qu'on a pu monter, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'avoir cette logique-là du crawl bloqué avec le robots.txt. Parce qu'après, chacun de vos sites, vous allez les optimiser en fonction de vos besoins. Mais c'est surtout cette approche avec le robots.txt pour arriver à vraiment deviner quel est le vrai squelette de votre site. Parce que là-dessus, si je ne m'étais pas amusé à bloquer, ben forcément, toutes les pages plan de site auraient faussé l'information et j'aurais jamais pu voir cette information-là. Je vais préciser peut-être. Alors, d'un point de vue trafic, je ne peux pas vous mettre les volumes, mais voilà, sur les listes de résultats, c'est ce qui s'est passé entre, on va dire, avant, après, avec un laps de temps. Puisque avant, c'est quelque chose qu'on a mis en place, on va dire, en début d'année. Le crawl, le premier crawl, c'était novembre 2017, et là, j'ai refait un crawl en septembre 2018. Avec l'analyse du trafic, on est à 2,5 fois. Après, il y a aussi d'autres choses, il n'y a pas que ça qui fait que le trafic monte, mais ça fait partie des effets positifs. Voilà. Ça me permet aussi de voir une autre chose, c'est que lorsque je lance mon crawler tout bloqué, donc je vous ai dit 50 000 offres d'emploi, je m'aperçois en analysant toutes les offres qui sont linkées depuis des listes de résultats, j'ai que 50% des offres qui sont linkées depuis les listes de résultats. Aïe. Donc après les autres 50%, je vais les avoir avec la pagination, mais quelque part la pagination ne m'intéresse pas. Donc voilà, dans ce cas-là, je sais que maintenant j'ai un autre chantier qu'il va falloir que je mène, c'est pas ouvrir d'autres facettes, mais c'est ouvrir d'autres valeurs de facettes. C'est essayer de voir si je peux pas, si j'ai pas suffisamment de données pour ouvrir de nouveaux métiers. Est-ce que mes secteurs, je peux les éclater en des sous-secteurs. Voilà. À partir de la donnée que je récupère, on peut imaginer de nouvelles stratégies.
Et l'intérêt, c'est ça, c'est d'utiliser un outil pour trouver des idées. Les idées, on les a pas forcément au début. Mais les résultats font que on se dit, voilà, 50% des offres d'emploi, c'est pas normal. Et, il faut se creuser la tête pour trouver une solution. Donc il faut bien comprendre que l'objectif de Philippe, c'est de comprendre concrètement comment fonctionnait le site, mais pas avec l'intégralité de tous les liens. Ce que disait Philippe, c'est qu'il a bloqué, en gros, notre crawler pour ne parcourir que les pages qui sont correctement, enfin on va dire, qui sont la base du squelette du site, pas toutes les autres pages que vous créez derrière. En fait, l'objectif de Philippe, c'était de comprendre le site, mais vraiment d'un point de vue structure interne. Après, il y a plein de croisements qui existent, plein de facettes. Votre site, il est forcément démiurgique, il y a beaucoup de choses, beaucoup de croisements qui existent. Mais au final, l'objectif de Philippe, c'était de comprendre avant tout comment le site était organisé en fonction des types de pages. Et pas sur l'intégralité de tous les liens qui peuvent exister dans le site, parce que comme il le disait, ça fausse un peu la représentation qu'on peut en avoir. Il y a des raccourcis qui existent sur des plans de sites HTML, comme vous devez normalement le faire. Ces choses-là, il voulait vraiment s'en abstraire, il voulait pas y penser. Il voulait se dire, ok, le site, c'est une homepage, des entêtes de catégories, des grands groupes de pages, des typologies de pages, et comment je fais pour analyser uniquement ce principe-là. Et quand il dit on a optimisé le robot TXT, c'est que l'outil lui a permis de faire en sorte de réduire le crawl à uniquement ce qu'il voulait crawler. Et pour avoir une vue vraiment dédiée à son vrai travail, c'est organiser la structure interne du site sans prendre en compte toutes les autres pages qui peuvent changer les données. Vraiment, si je pars du principe homepage, en-tête de catégorie, croisement de données et offre, comment le site il marche clairement. Okay, donc le premier cas, c'est vraiment, je me pose la question, je m'interroge en tant que SEO, est-ce que je dois couvrir l'intégralité du site ou est-ce que je dois juste regarder sur une espèce d'œillère particulière et comment je fais pour travailler avec un outil? En fait, ça fait 3 ans qu'on entend parler de concepts comme le cocon sémantique. On pourrait lancer presque un nouveau concept en se disant le squelette de site. Le cocon sémantique, ça ne va pas forcément s'adapter aux sites d'offres d'emploi. Par contre, sur des listes de résultats, pourquoi pas essayer maintenant d'approcher avec des analyses de squelette. Ok, le mot est lancé. Hein. Bon, il n'y a pas d'histoire de paternité. Il n'y a pas de paternité sur celui-là, ok. Laurence, tu nous entends. Voilà, deuxième étude de cas. Comment se rendre compte qu'une optimisation fonctionne ou non? Donc on est toujours sur la même optique, sur l'optimisation du maillage, sur les listes de résultats. Évidemment, une des requêtes qui fonctionne le mieux, ça va être la combinaison métier plus localisation. Donc métier plus localisation, boulanger Paris, ou emploi électricien Rennes, ce genre de requêtes. Sur le maillage, évidemment, ce qu'on a voulu mettre en place, c'est que des liens qui donnaient accès à des listes de résultats avec des offres. Donc lorsqu'on est sur des métiers génériques, imaginez boulanger, si je dois m'amuser à requêter toutes les villes de France pour savoir est-ce que j'ai des offres ou pas des offres, le calcul est un peu lourd et pas évident. Donc on avait pensé le maillage, on a essayé de le mettre en place, on s'est aperçu que finalement, en fait, c'était pas si évident parce que le serveur derrière ramait un petit peu, n'arrivait pas à suivre. Donc on a mis en place notre maillage et on a lancé le crawler. Alors, désolé, je vais un peu vite. Voilà, les facettes qu'on peut utiliser dans le moteur, ça va être essentiellement le métier, entreprise, que je vous disais tout à l'heure, le secteur, et puis au niveau région. Ça, c'est la facette simple. Les facettes composées, on va s'amuser à composer métier plus localisation, secteur localisation et compagnie. On pense toujours à des facettes qui sont intéressantes pour les utilisateurs, qui sont potentiellement en capacité de ranker, qui vont être requêtées sur Google. Ce n'est pas juste pour se faire plaisir et ouvrir l'intégralité de tout ce qui est faisable dans le site, tous les croisements de données. L'objectif, c'est vraiment mettre notre site face à des requêtes utilisateurs, des requêtes à fort volume. Donc les croisements, on les connaît, on va les optimiser. Sur notre c'est celui-là que je voulais. Voilà, sur le moteur à facettes, on a d'autres notions. On a la date, la distance, le salaire. Évidemment, on ne va pas ouvrir ce type de page au SEO. On pourrait... Le type de contrat, dans un second temps, ce type de contrat, ça va être CDI, CDD, intérim, stage. On pourrait ouvrir, mais pour l'instant, on y va quand même tranquille. Tu peux juste expliquer ce que ça veut dire pour toi, ouvrir? Ouvrir, pour moi, c'est arriver à poser un lien en dur qui va être crawlé par Google. Sachant que là, aujourd'hui, type de contrat, on peut très bien le cocher dans le moteur à facettes. On passe en query string derrière dans la liste de résultats. C'est pas une URL fixe.
Lorsque j'ouvre des facettes, je vais essayer donc d'avoir des URL classiques, l'URL réécrite qu'on a l'habitude de voir, et soit d'arriver à les insérer à l'intérieur de mes facettes, soit de les insérer dans un maillage. Dans le cadre de quel job on l'a fait en termes de maillage, sur la colonne de droite. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'encore une fois, c'est votre template de page, c'est votre manière de mettre ou pas un lien dans votre code source qui va déclencher ou non l'ouverture d'une facette. C'est-à-dire que si vous, entre guillemets, si vous masquez, on va dire, le type de contrat, si vous n'avez pas de lien concrètement, hein, dans le code source, si vous n'avez pas de lien qui pointe vers les types de contrats, alors vous n'avez pas ouvert la possibilité de Google, vous n'avez pas ouvert à Google la possibilité d'aller crawler cet ensemble de pages-là. Donc en gros, ce que Philippe dit, c'est qu'on essaie de retenir le plus possible le déploiement de Google à l'intérieur de votre architecture en se basant uniquement sur des croisements qu'on sait être importants. Donc le code source, votre template de site, il reste le même, hein, on peut cliquer sur n'importe quel. D'un point de vue UX, le template de site vous permet d'aller chercher des types d'emplois ou des types pardon. Comment tu l'as appelé ? Des types de contrats ? Des types de contrats, excusez-moi. Mais votre utilisateur, lui, il peut le faire, mais Google, lui, il ne peut pas le faire. Concrètement, il n'y a pas de porte d'entrée à Google vers cet espace de page. Alors, il a une porte d'entrée, c'est Chrome. Si à partir du moment où un internaute va aller visiter avec Chrome ou avec le Android ce type de page, l'URL, il la connaît. Après, il suffit de la bloquer. Alors, suivant les sites, on va faire soit avec un robot.txt, soit on envoie du noindex, mais le truc, c'est d'avoir des structures d'URL qui sont différentes entre les URL en query string, c'est avec des paramètres, et les URL SEO, qui sont des URL en rewriting. Mais ça, tout ça, c'est du détail technique qui se règle en fonction du site. Il y a autant de sites que de possibilités, presque. Bon, et là-dedans, on a des facettes qui vont servir à rien. Si on s'amuse à croiser les métiers et les secteurs, ok, c'est pas de la vraie requête intéressante après d'un point de vue moteur de recherche, donc c'est des combinaisons qu'on bloque. Voilà, donc désolé, tout est mélangé. Donc voilà, pour pouvoir ouvrir ces facettes, on a le fil d'Ariane, les box de liens, directement à l'intérieur des facettes, c'est ce qu'on vient de dire. Ce qu'on a fait pour quel job, c'est-à-dire que lorsqu'on est sur un métier, on va mettre des métiers similaires, lorsqu'on est sur une localité, on met des localités voisines, avec des notions de rayon, alors on peut s'amuser. Classiquement, on faisait des histoires de frères et sœurs, en disant je vais prendre une région et je prends tous les départements qui appartiennent à cette région. On peut rentrer des notions de rayon en se disant un département peut être limitrophe d'un autre département. Il n'appartient pas à la même région, mais d'un point de vue internaute, un internaute qui cherchait dans un département, il pourrait chercher dans le département d'à côté. Donc voilà, il y a des façons d'associer les éléments, le terme de voisin. Après, ça dépend de chacun de votre base de données, de vos facettes. Voilà, on a les métiers qui sont liés à un secteur. Tout ce qu'on peut voir dans la base et où on sent qu'il y a du potentiel mot-clé derrière, sans aller dans la trop longue traîne, voilà, c'est des choses qu'il faut essayer d'utiliser. Donc c'est le maillage interne. Le maillage de votre site impacte fortement son positionnement sur un type de requête ou un autre. Quand on conçoit un site internet, voilà, on a de la conception, on sait à tel endroit je vais avoir un bloc de liens, à tel endroit je vais avoir envie de mailler mes pages qui sont connexes, et c'est ce qui marche le mieux, hein. Mais il faut aussi bien penser que tous les maillages ne peuvent pas marcher. Si on est sur un emploi à Aix-en-Provence et qu'on se dit « Ok, je vais prendre toutes mes villes à moins de 5 km d'Aix-en-Provence », potentiellement, on est en train de faire des liens, mais qui n'ont pas réellement d'intérêt, puisqu'on va faire des liens vers des pages qui contiennent très peu d'annonces. Qui finalement, si on prend, je connais un peu Aix-en-Provence, mais si on prend les emplois à Gardanne, qui est une ville très proche d'Aix-en-Provence, finalement, on a ouvert un lien vers cette page-là, mais cette page-là n'a pas vraiment d'intérêt pour le trafic. Il y a très peu de recherche. Donc il faut vraiment toujours maîtriser les templates et les associations de liens et savoir ce qu'on ouvre ou non à Google. Voilà, et toujours ouvrir des pages où il y a vraiment de l'information. J'ai des souvenirs il y a 10 ans de sites immobiliers, dont je ne citerai pas le nom parce que de toute façon je l'ai oublié, mais qui prenaient les 36 000 communes de France, une trentaine de typologies de biens, ça allait de l'appartement au studio en passant par le chalet ou le cabanon.
on croise tout, et puis on envoie tout ça, et systématiquement, on a des pages, chalet à Paris, désolé, nous n'avons pas de chalet à Paris. Voilà, ce genre de choses, ça a fonctionné fut un temps. Tout Aujourd'hui, on n'est plus là, automatiser, c'est bien, on a des choses très intéressantes à faire, mais automatiser avec un peu d'intelligence. Exactement. Voilà. Tout automatiser, ça ne marche pas forcément. Bon, alors, une fois qu'on a monté tout son maillage, tout son réseau, donc la cible principale, ce que je vous disais tout à l'heure, nous, c'était métier plus localité, lance le crawler, toujours pareil, que sur la structure, et j'utilise l'outil Linkflow, et Linkflow, je m'aperçois que depuis ma homepage, j'ai aucun lien vers les fonctions plus localisation. Aïe. Depuis les pages fonctions, c'est-à-dire les pages métiers, je n'ai aucun lien. Vous voyez, c'est ce qui est surligné là, vers les fonctions plus localisation. Depuis les pages localisation, je n'ai aucun lien depuis les fonctions plus localisation. Donc en fait, mon maillage, je l'ai imaginé, j'ai été limité parce qu'on avait des problèmes de calcul de charge serveur. Au résultat, sur le serveur, au résultat, suite au crawl, je m'aperçois que ce qu'on a voulu monter, on s'est trompé. On n'a pas réussi à le faire. Il y a un bon choix, il y a quelque chose qui est imaginé, qui est pensé, qui est spécifié, qui est mis en place. Et à la suite de ça, on analyse si oui ou non on a réussi à faire ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire pousser notre cible principale, c'est-à-dire envoyer la popularité dans le site en interne, envoyer la popularité à ces pages-là, parce que ces pages-là, si elles sont poussées en interne, elles vont forcément remonter en impression. Et on s'aperçoit, malheureusement, que c'est pas parce qu'on a fait des belles spécifications et qu'on pense que ça va fonctionner, que concrètement, une fois que c'est mis en place, ça fonctionne. Et là, on le voit, il n'y a pas de popularité qui est transférée aux bonnes pages. Voilà, il n'y a pas de popularité dans le squelette. Parce que là, évidemment, si je passe avec un robotsprint.txt ouvert, entre les pages plan de site, entre les différents maillages qu'il peut y avoir sur les offres d'emploi, entre du maillage qui va être fait depuis l'édito, là, tout de suite, j'ouvre le crawl et ça passe. Mais ce que je voulais, c'était donner du poids dans le squelette. Et là, je m'aperçois que c'est raté. Donc, il faut raisonner différemment. Au lieu d'essayer de calculer quelles sont les villes où j'ai vraiment le plus d'annonces, on va essayer d'imaginer de partir simplement sur un top ville. Alors, est-ce que ça sera 50, 100, 150, 200 ? On va faire des tests pour que chaque fois qu'on va calculer le maillage, qu'il ne soit pas trop lourd en ressources et qu'on puisse arriver à le mailler. En plus, ça aura plus d'intérêt, ce que disait Herlé tout à l'heure. C'est vrai que Gardanne, c'est une ville en plus qui malheureusement a des problèmes d'emploi. Grave. Voilà, grave. Mais il n'y a pas beaucoup d'emplois. Les recherches, il n'y en aura peut-être pas beaucoup. Il vaut mieux qu'on se limite dans un premier temps à des gros bassins, à des grandes villes. Comprenez bien que d'un point de vue vraiment purement théorique, un site d'annonce d'emploi est dépendant des annonces qu'il y a à l'intérieur. Et sa visibilité est dépendante des requêtes. Et donc du coup tout ça est dépendant d'un bassin d'emploi. Et on parle d'un site d'emploi, mais on pourrait parler d'un autre site de type classified. Il faut bien se rappeler que il y a vraiment des êtres humains derrière Google qui vont faire des recherches et qui ont vraiment un appétit pour votre site. Tout votre site n'est pas forcément, nécessaire pour eux. Et tout ça est soumis au nombre de personnes qui habitent dans une région, au nombre d'offres qui sont affichées dans une région. Il y a réellement de la vie derrière tout ce qu'on voit dans le site. Et ça, il faut le prendre en considération. Alors, troisième étude de cas, les offres d'emploi. Donc, je disais, une offre d'emploi va avoir une durée de vie très limitée. Alors, dans les sites de petites annonces, on a l'immobilier où les annonces vont, à part sur Paris, mais en dehors de Paris, vont avoir 6 mois, 1 an de durée de vie, donc on va pouvoir plus les exploiter. Une offre d'emploi, en moyenne, c'est autour de 20 jours. Et de toute façon, il y a beaucoup de sites d'emploi où au bout d'un mois, soit l'annonce est renouvelée, soit elle est sortie du site. Donc tout le challenge, c'est d'essayer de faire déjà indexer l'annonce, parce qu'avant qu'elle puisse ranker, il faut qu'elle soit indexée. Et l'idée, c'est de la faire au moins indexer avant qu'elle soit sortie, qu'elle réponde en 410 ou en 404. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a crawlé le site. Alors là, crawler l'ensemble du site pour essayer d'avoir un maximum d'annonces. On est parti sur une segmentation par rapport à l'intérieur de la page dans le code source, dans un data layer, j'ai la date de publication. Donc je récupère avec le crawler la date de publication et j'organise ma segmentation là-dessus. Donc ça me permet de ressortir ce type de graphique en me disant, voilà, c'est un crawl qu'on a lancé, qui s'est terminé le 9 septembre. Bon, évidemment, il a fallu 3 jours pour crawler le site. Donc le 9 septembre, et c'était le matin, il n'y avait pas grand-chose de nouveau. Mais on s'aperçoit que
l'essentiel des annonces est quand même à moins d'une semaine. J'ai pas calculé le ratio, mais à vue de nez, il y a au moins 50% des annonces qui ont moins d'une semaine. Concrètement, c'est comme ça que votre site il est organisé. Quand Philippe dit on est allé chercher les dates de publication des annonces, parce que c'est encore une fois du concret. Plus vous avez de données à l'intérieur d'une analyse, plus vous êtes capable, là en l'occurrence, de regarder les annonces qui sont très volatiles sur une période, sur une date, mais plus vous avez de données à extraire, plus vous êtes capable de comprendre comment concrètement votre site est organisé. Oui, je m'en occupe. Et donc en gros, une fois qu'on a répertorié toutes les dates de publication des annonces, puisqu'on est vraiment sur quelque chose d'éphémère, une fois qu'on a répertorié ces pages-là, qu'on est capable de les identifier, on va prendre les pages qui sont publiées depuis une semaine, puis depuis 2 semaines, puis depuis 3 semaines. En gros, c'est comment votre site a vécu ces 4 dernières semaines. On va être aussi capable de se dire, ok, je vais faire des groupements de données et je vais voir si oui ou non, j'arrive à ranker. Si oui ou non, Google passe sur mes pages. Et s'il passe pas sur mes pages, à partir de quelle limite de date il commence vraiment à s'intéresser aux pages. Les pages qui sont publiées ce matin ne sont pas forcément les pages que Google va venir requêter aujourd'hui. Il a un budget de crawl, il a une liste finie d'URL, il ne les connaît pas encore, vos pages. Et donc en gros, l'objectif, c'est vérifier en tant que SEO que le maillage, tout ce qu'on a expliqué avant, était vraiment en train de pousser vos pages en fonction de leur date de sortie. Et donc Philippe, ce qu'il a besoin, c'est être sûr que quand une page elle sort, le lendemain, elle est dans l'index. Et si elle est dans l'index et qu'elle est bien maillée et qu'elle est bien positionnée, potentiellement, elle va faire de l'acquisition de trafic. Elle va se positionner sur une requête. Et donc, tout le challenge, c'est de mettre en forme les pages, de grouper les pages en fonction, là pour le coup, d'une temporalité, pour être sûr que on est bien en train de vérifier que, si vous regardez le graphique du milieu, 100% des pages sur les 4 dernières semaines sont correctement vues par Google. Google est passé dessus. Et en plus de ça, si on regarde concrètement la fréquence de visite, et j'en reviens à ce que je disais au tout début, la fréquence de visite impacte les impressions, si on regarde la fréquence de visite, est-ce que oui ou non, mes pages publiées très récemment sont fréquemment visitées, et voire même plus fréquemment visitées, est-ce que concrètement, si on regarde le graphique du haut, ces mêmes pages arrivent à ranker? Et on voit assez nettement, je vous explique la couleur, plus la couleur est claire, mieux vous rankez dans le graphique du haut. Okay, et de gauche à droite, vous avez les pages les plus récentes et les pages les plus anciennes. Et donc en gros, on est en train de se poser la question, est-ce que tout ce que j'ai mis en place, est-ce que tout mon savoir SEO fonctionne concrètement quand Google passe sur mon site? Alors, bravo, oui, ça fonctionne. Les pages qui sont publiées très récemment sont les pages qui rankent le mieux ou le plus haut. Les pages qui sont publiées ces 4 dernières semaines sont toutes visitées par Google, ce qui est plutôt bien. Et la fréquence de visite est plus intense sur les pages de la semaine. Parce qu'une offre d'emploi, ça se consomme à la semaine, rapidement. Et donc, du coup, la fréquentation de visite de Googlebot sur les pages de gauche, donc sur le dernier graphique en vert, sont vraiment la fréquentation de Google est vraiment la plus importante sur les dernières publications. Et si vous avez travaillé avec un bon SEO, c'est ce genre de graphique-là que vous devez avoir. OK ? Bon, alors nous, concrètement, on n'y est pas encore à ces graphiques. Voilà le graphique auquel on est. Aïe. Voilà. C'est ce graphique-là. C'est-à-dire que là, j'ai regroupé par semaine mon nombre d'annonces. Donc je vous disais, j'ai à peu près 50 000 annonces. Des annonces d'une semaine, j'en ai 14 000. J'en ai que 16% qui sont crawlées. Donc pour avoir une chance de ranker, il faut déjà commencer par être crawlé. Et au bout de 4 semaines, j'en ai que 57%. Ce qui me fait sur un global, une moyenne à peu près de 40% qui sont crawlés et 60% qui ne sont pas crawlés. Donc j'ai 60% de 50 000 pages qui servent à rien d'un point de vue SEO. Parce qu'après, elles servent pour les internautes, il ne faut pas exagérer quand même. Donc voilà, j'ai ce genre de graphique, et donc l'idée, c'est de se dire, comment je vais faire crawler mes pages, mes offres d'emploi. Alors, première idée, c'est le truc classique, sur la liste de résultats, j'ai 25 offres, je pourrais passer à 30, je pourrais passer à 35, je pourrais passer à 50. On reste à 25 parce que pour un problème d'utilisabilité, on a vu que ça faisait trop d'en mettre plus. Je peux mettre des offres similaires, parce que je suis sur une offre d'emploi. On en a déjà 5 au maximum. Je ne vais pas mettre 10 offres similaires sur une offre d'emploi. L'offre d'emploi, la page de l'offre d'emploi, elle est centrée sur l'offre et pas sur tiens, t'as pas trouvé, tu vas aller voir ailleurs. Donc cette piste-là, elle est déjà à bloc.
Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a une partie édito, qui évidemment est montée sur un autre CMS, qui évidemment est montée sur une autre techno, et on a les offres. Donc les offres sont catégorisées, je vous avais dit, par des secteurs, des métiers, des localisations. Toutes ces choses-là sont des choses qu'on a rentrées dans Elasticsearch. Chaque fois que je rédige un article, cet article, s'il a vocation à parler d'un métier ou à parler d'une région, il y a des articles sur les lettres de motivation, donc là, je vais chercher à faire des liens. Mais les articles qui vont parler de l'emploi sur Lyon, un croisement important, c'est voilà, ça. Hein. Et qui en plus vont avoir d'un point de vue sémantique une valeur qu'ils vont pouvoir pousser sur la liste. Je vais lui associer des tags. Ces tags ont été poussés par Elasticsearch. Ce sont les mêmes tags que ce que j'ai dans les offres d'emploi. Donc évidemment, à partir du moment où on a réussi à monter ce genre de module, ça devient assez simple de monter le long de mon article. Voilà mon article ici. Mon article est sur les assistantes de direction à Paris. Donc j'ai associé assistante de direction et Paris. J'ai un petit module ici qui va me permettre de remonter les dernières offres d'emploi. Ou, quand je dis les dernières, ça pourrait être, en tout cas, c'est des offres qui sont valides et qui permettent de repartir vers la partie business du site, vers la partie des offres. Et au passage, je peux aussi mettre un petit lien vers ma liste de résultats. Donc ça me permet d'avoir du lien statique. Surtout sur ce type d'article, je vous ai dit, c'est 30 jours de validité des offres. Là, ils ont rédigé, ils ont sélectionné une dizaine d'offres qu'ils ont présentées, qu'ils ont mis en avant. Dans 2 mois, cette page, elle renvoie que sur des 404. Donc il faudrait venir la mettre à jour, ça devient un peu compliqué. L'avantage de ce module-là, c'est qu'en automatique, même pour l'internaute, lui va pouvoir retrouver des offres intéressantes. Donc on est bien d'accord que le concept, c'est me servir de ce que j'ai nativement dans mon site, de ma publication des contenus, pour réussir à identifier, on va dire ici, un croisement métier plus ville. Et lorsque je l'ai identifié, lorsque je l'ai tagué, avec un peu d'intelligence derrière, algorithmique, je suis capable de me dire, OK, cet article-là, il est susceptible de pousser ces croisements-là. Et donc du coup, en tant que SEO, ce qu'on cherche, c'est créer des liens qui pointent vers les pages qu'on veut vraiment faire ranker. Cet article-là, il va mourir ou pas, mais à un moment, il ne sera plus aussi important aux yeux de Google à son origine. Et pourtant, il continuera à être dans votre structure et il continuera à pousser, il continuera à envoyer de la popularité, il continuera à faire des liens vers les croisements qui vous intéressent concrètement. Et donc, avec un peu d'intelligence, on a besoin, nous, en tant qu'SEO, d'avoir des espaces de liens, des espaces où je vais apporter... je vais utiliser la puissance d'une page pour renvoyer du flux ou pour envoyer des liens vers un croisement qui nous intéresse. Et donc, conservez toujours en tête que c'est bien d'avoir des petits espaces à vous en tant que SEO, alors qu'ils soient... Là, ici, on a une très belle techno parce que ça a été pensé de manière algorithmique, mais vous avez aussi potentiellement des endroits où vous, en tant que SEO, parce que vous savez ce que vous faites, vous pouvez poser certains liens. Parce que vous savez que ces liens-là, posés sur un template particulier ou sur un ensemble de pages, vont pousser les pages qui vous intéressent et qui potentiellement n'étaient peut-être pas assez poussées. Donc c'est vraiment ça. Alors si vous allez aujourd'hui sur le site de Quel-Job, vous en verrez que quelques-uns, parce que c'est un module qu'on a mis en place cet été, et l'équipe rédaction ne l'a pas encore absorbé et ne l'a pas encore vraiment utilisé. Donc nous, on a testé sur 2-3 articles. Donc si vous regardez dans les récents qui ont une notion de localité, vous allez les trouver, mais si vous partez trop profond, vous ne verrez pas encore le module parce qu'il n'a pas été, les tags en fait n'ont pas été encore associés avec les articles. Une façon pour arriver à identifier quelles sont les pages qui vont être intéressantes d'un point de vue tag, il suffit de demander à Google. Vous faites là dans le cas de assistant de direction Paris, si je fais un site de .queljob.com / alors là je suis dans article, donc /article, entre guillemets assistante commerciale Paris, c'est Google qui va me donner quelles sont les pages que j'ai intérêt à avoir à linker. Parce que lui, dans cette requête-là, sur le site de points, il y a forcément un classement, forcément celles qui sont au début seront plus pertinentes à ses yeux. Donc déjà, commencez par poser votre module sur ces pages-là. C'est peut-être un petit peu technique, mais conservez bien, ayez bien en tête que Google est votre meilleure source de savoir. Ce que Google indexe, rank, comment il le rank sur une requête, en l'interrogeant, vous êtes capable, en grosse maille, de comprendre ce que lui va prioriser comme page à l'intérieur même de votre site. Philippe expliquait une requête très précise qui dit « Donne-moi toutes les pages de type article avec une requête donnée que j'oblige avec des doubles codes ». Donc,
Ok, Google, donne-moi toutes les pages qui ont dans l'URL ce type de chemin-là, qui répondent à cette requête-là, et qui, en plus de ça, sont uniquement du site qui m'intéresse. Votre concurrent hein, aussi, mais le vôtre. Et donc, du coup, Google est vraiment votre source de savoir en grande partie sur son indexation, sur sa manière de ranker les pages. Autre idée classique, hein, le sitemap XML. Alors, le sitemap XML, là, on a décidé par rapport aux offres en disant on voudrait essayer de faire accélérer l'indexation des offres récentes. Donc, on a fait un sitemap moins de 3 jours et puis un sitemap pour les offres de plus de 3 jours. Pareil, on a utilisé la même technique de crawl. Là, je l'ai recrawlé donc début octobre. On n'est plus du tout sur les mêmes ratios. Je me rappelle, c'était les offres de moins d'une semaine, j'avais 16% des offres qui étaient crawlées. Grâce au sitemap, je suis passé à 32%. Je suis pas à 100%, je suis d'accord. C'est x2, hein. C'est réellement x2. Au global, je suis à 50, voilà, je suis à 50-50. Tout à l'heure, j'étais à 40-60. Ça revient à peu près à ça sur le graphique. Donc le sitemap XML, oui, c'est une bonne technique, ça ne résout pas tous les problèmes, mais en tout cas, ça aide au moins déjà pour l'indexation. C'est clair que la page, elle se retrouve toute seule sans son maillage dans le microsystème du site, mais au moins, déjà, elle est indexée. Et on l'a forcé, on a utilisé ce que Google attend de notre site. Tu voulais me poser une question ? Vas-y, je t'en prie alors. Je voulais savoir quelle instruction tu donnes dans le robot TXT pour inciter Google à aller voir les articles récents ? Aucune instruction. Tu le laisses faire. Je laisse faire. On y répond juste à la fin, parce qu'elle est intéressante cette question. Et là, pour le coup, c'est vraiment le sitemap.xml, c'est vraiment le fichier que tu vas envoyer à Google, ou vous allez envoyer à Google. Je n'ai pas regardé du tout le temps, hein, je suis désolé. C'est le fichier que vous allez envoyer à Google pour le forcer à aller sur les URL que vous-même vous avez choisis. Et quand on fait ça, enfin, sur Resoneo, sur quel job, quand on fait ça, on est vraiment en train de booster la capacité de Google à passer sur une page. Alors, sur le sitemap, moi, j'utilise que 2 informations. C'est la loc pour donner l'URL et le last mode, parce que le last mode, je me dis que de toute façon, Google, lorsqu'il va venir récupérer 50 000 URL, il ne va pas toutes les récupérer. Et je voudrais qu'il fasse son choix entre ce qu'il a déjà crawlé et ce qu'il n'a pas encore crawlé. Donc je me base sur l'information du last mode pour lui dire voilà, ça c'est la date de dernière publication. Si tu l'as déjà crawlé depuis, c'est pas la peine de revenir. Et depuis pas longtemps, mais je ne sais pas depuis quand, il conseille de mettre aussi, en plus de la date, l'heure, les minutes et les secondes. Comme ça, alors surtout moi sur les histoires de le sitemap des dates de publication inférieures à 3 jours, en gros j'ai 3 dates dans mon sitemap. Pour à peu près, donc je crois qu'il y a 12 000 URL, il y a 12 000 offres qui sont publiées dans ce sitemap. Ça va lui permettre de faire son marché. C'est très spécifique à l'emploi. Hein. Oui, c'est très spécifique à l'emploi. Je ne sais pas si... Il me semble avoir vu aussi dans les conseils Google sur le sitemap au global, de rajouter heure, minute, seconde. C'est pas beaucoup plus compliqué. Hein. Voilà. Dernière étape, ça, on est en train de l'étudier. C'est Google en fait a lancé une API d'indexation qui aujourd'hui est limitée aux offres d'emploi parce que ils savent que même avec des sitemaps, ils n'arrivent pas à récupérer toutes les offres d'emploi. Donc il y a une API d'indexation qui nous permet de publier toutes les offres en disant cette offre est créée, cette offre est modifiée, cette offre est updatée et cette offre est supprimée. Cette API, comme beaucoup de trucs chez Google, est très mal expliquée. Donc, oui. Voilà. Mais comme ils l'ont fait, en tout cas, elle existe. Il faut l'utiliser. Et elle est conseillée fortement par Google en disant lorsqu'on est sur la page de job posting là, des Rich Snippets, dire pour faire indexer vos pages, ils disent minimum si vous faites le sitemap et c'est beaucoup mieux si vous utilisez l'API. Voilà. J'ai mis les URL, donc ça c'est l'URL du Rich Snippet job posting et ça c'est pour attaquer l'API. Après, il faut être un peu développeur pour arriver à rentrer dedans. On est en train, nous, de l'étudier. Je pense que d'ici un mois, c'est bon, c'est en ligne et puis on va avoir l'effet. Google annonce qu'il récupérerait tout d'un coup. Encore une fois, Google, même s'il est très très fort et même s'il est très performant, il a quand même besoin qu'on lui apporte de l'information, qu'on lui prémâche son travail.
quand vous réduisez votre code source pour qu'il soit plus facilement lisible, quand vous utilisez les bonnes balises aux bons endroits, vous êtes en train de pré-mâcher le travail à Google. Quand vous utilisez des micro-données, des données sémantiques, vous êtes en train de pré-mâcher le travail. Et là, en gros, on est en train de lui dire « Ok Google, nous on est un site d'annonce, et on sait que tu as une API qui est vraiment dédiée à ça, et en gros, on va l'utiliser parce qu'on pense que, comme toujours, hein, comme AMP, comme plein de technos, hein, quand Google fait quelque chose pour nous, hein, vraiment, hein, c'est pour les gens qui font indexer des pages, il faut l'utiliser. C'est aussi montrer à Google qu'on suit les évolutions et qu'on essaye de faire, encore une fois, lui faciliter l'accès à la donnée et lui faciliter la vie. Alors je crois que cette API existe depuis le mois de mars-avril, et aujourd'hui, c'est toujours ouvert qu'aux offres d'emploi. Alors du coup, l'objectif quand même, c'est après tout ce qu'on a dit, donc en gros, comment on pense la structure, l'architecture, le maillage, comment on réduit ou non les portes d'entrée à Google, les portes d'entrée de notre site à Google, comment on optimise ou non les transferts de popularité. À la suite de ça, il faut quand même qu'on vérifie si ce qu'on a mis en place, ça fonctionne. L'objectif, c'est d'avoir en haut le nombre de pages qui existent dans mon site. Seconde ligne, les pages qui sont crawlées par Google. Okay, donc c'est très sensiblement le même nombre. Donc j'ai bien un certain nombre de pages et toutes ces pages-là sont bien crawlées. Est-ce qu'elles sont indexées? Est-ce qu'elles font du ranking? Oui, elles font du ranking. Donc en gros, notre job sur les 3 premières lignes, il est fait. J'ai fait attention au nombre de pages que j'avais dans mon site. Toutes les pages ne sont pas importantes pour Google. Toutes ces pages-là sont bien crawlées par Google. Google les a bien toutes vues. Je dis Google, mais je pourrais dire n'importe quel autre moteur. Et en plus de ça, toutes ces pages-là font bien des impressions dans Google. Après, le fait qu'en bas, la dernière colonne, la page reçoive ou non une visite, c'est plus dépendant de vous. C'est est-ce que oui ou non, la page est sur une requête qui est recherchée et qui potentiellement attire du trafic. Mais le grand concept à comprendre, c'est que il ne faut pas avoir trop de pages, il faut que l'ensemble des pages qui sont importantes pour mon business soient crawlées par Google et qu'elles soient indexées. Ensuite, le trafic viendra. Mais réunir ces 3, on prend vraiment des données de quel job, hein, réunir ces 3 premières colonnes, c'est un vrai beau résultat. Et en plus de ça, maintenant qu'on connaît notre site, qu'on a fait nos optimisations, qu'on est capable de comprendre l'impact de la profondeur ou l'impact de la popularité interne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser la question, ok, maintenant, tout ça c'est bon, et elles sont où mes pages qui vraiment génèrent ma visite? Et ils sont où les croisements qui vraiment sont demandés? Votre site ne va pas vous répondre, il ne va pas vous dire, oui, mais c'est ce métier-là qui est fortement utilisé, enfin, à moins que vous ayez un site qui est capable de vraiment très bien comptabiliser ou vous rendre l'information, il ne va pas vous dire, je rank bien ou je rank mal. Et en gros, maintenant, on va aller se dire, on va aller chercher les pages qui potentiellement sont très bien maillées, potentiellement sont très bien structurées, potentiellement sont indexées. Et maintenant, ce que je veux aller chercher, c'est où est-ce qu'elle est ma valeur, où est-ce qu'elle est ma croissance. Mes pages qui sont en position 4-10, en gros, les pages qui sont indexées sur un ensemble de requêtes en bas de première page de Google, elles sont des super candidates pour être rankées en top page. Et du coup, l'objectif maintenant, c'est de les cibler, de les prendre, de vérifier ces pages-là et d'essayer de les booster à l'intérieur de l'architecture, d'essayer de comprendre les facteurs qui favorisent ou non leur ranking et d'essayer de manipuler les algorithmes pour augmenter la fréquentation de visite de Google et donc du coup augmenter les positions, améliorer les positions. Et c'est comme ça que vous allez aller chercher la croissance SEO. Alors tout ça se fait en analysant des données. Il est où? François, on t'aime énormément. Mais il a raison, c'est que vraiment, quand on est capable de regarder notre site internet du point de vue SEO, quand on le crawl, d'un point de vue log, d'un point de vue impression sur Google Search Console, d'un point de vue session sur Google Analytics, on est en train d'ouvrir le panel des données qu'on est capable de croiser ensemble, d'ouvrir le panel des choses qui sont concrètement faites sur mon site, et ensuite de comprendre comment Google fonctionne réellement. Voilà, moi je rajouterais que aujourd'hui sur des sites qui ont des grosses volumétries, essayer de travailler sans outils, ça devient quand même assez compliqué. Alors c'est clair que l'outil ne va pas tout faire. L'outil va vous donner une image, vous permettre d'avoir une photographie à l'instant T. Vous allez pouvoir à partir de ça trouver des stratégies, trouver des idées, les mettre en place et les retester avec l'outil.
Et voilà, l'idée va pas travailler à votre place. Par contre, vous aide un petit peu quand même. Il y a une certaine intelligence dans la donnée qu'on va transmettre, mais finalement, la meilleure des intelligences, c'est vous, votre manière à vous d'aborder le métier et votre sensibilité humaine. Hier, j'étais en rendez-vous et en fait, la première des questions que je posais, c'est qu'est-ce que vous faites ? Vous faites des études avec des outils, vous analysez votre site avec des outils ou vous avez une espèce de sensibilité ? Et c'est vraiment ça, c'est qu'un outil, il y en a plein et il y en a des super, et le nôtre, je l'adore personnellement, mais au final, qui est derrière et qui va trouver l'optimisation ? C'est vous, c'est un humain. Il faut que cette sensibilité-là, vous ayez cette sensibilité de recherche. L'outil va vous mettre en forme des données, mais au final, c'est vous qui faites le SEO de votre site. Ou toi. Voilà, donc en gros, maintenant, c'est à vous de jouer. C'était peut-être un peu technique. On n'a pas fait le petit questionnaire de début de présentation. Je voulais juste voir si est-ce que ça va, est-ce que ce qu'on a expliqué vous convient, est-ce que cette vision-là est claire pour vous ? Personne ne va répondre non. Hein. Je vois Nicolas qui dit ouais, c'est super. Non, vraiment, est-ce que vous comprenez le concept derrière tout ça ? C'est que la data, c'est bien, mais il faut comprendre ce que Google fait concrètement sur votre site. Ok ? Et je pense qu'on va passer à une petite séance de questions-réponses.